Pourquoi vivons-nous en société? Pourquoi est-ce qu'on obéit à des lois? Pourquoi est-ce qu'on respecte nos concitoyens? A priori, nous pourrions tout à fait décider de ne plus respecter les lois, de faire cure de nos obligations ou interdictions morales. Selon les grands penseurs de ce que l'on appelle le contrat social, les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît. En réalité, nous n'avons pas vraiment le choix de vivre en communauté. Le contrat social, c'est quoi? C'est tout simplement un accord implicite entre tous les membres d'une même communauté qui a pour but de faire coexister les hommes de manière pacifique. On vient instaurer un état civil pour éviter un état de nature. Et pour comprendre le besoin des hommes de recourir à un contrat social, il faut avant tout se pencher sur la question de ce fameux état de nature. L'état de nature, c'est une situation imaginaire, un moment fictif pensé par les philosophes politiques dans lequel il n'existe pas encore d'état. Pas de loi, pas de règles, pas d'autorité. En gros, c'est vraiment le moment qui précède toute civilisation. Alors évidemment, les penseurs du contrat social ont bien conscience du fait que cet état de nature n'existe pas véritablement. Il faut plutôt le voir comme une expérience de pensée dans laquelle tous les humains existeraient sans aucun gouvernement pour les faire vivre ensemble. Et cette expérience de pensée permet simplement de nous interroger sur la nature de l'homme, sur sa manière instinctive de réagir en société. Lorsque l'homme ne vit pas en société, est-il violent ou au contraire tout à fait pacifiste? C'est là que les avis divergent entre les différents philosophes. L'un des premiers à parler de cet état fictif, c'est Thomas Hobbes, un philosophe anglais du XVIIe siècle. Dans son ouvrage appelé Le Léviathan, il élabore une pensée de l'État et de la justice. Comment faire une société bonne? Et pour ce faire, il commence par décrire l'état de nature, la condition de l'humanité avant la société organisée. Et je peux vous le dire, il n'a pas une vision très rose de la nature humaine. Selon Hobbes, deux choses animent l'humain, le désir et la peur. Le désir de posséder ou d'agir et la peur pour sa propre survie. Le problème, c'est que dans une société sans loi, si je désire la femme de mon voisin, qu'est-ce qui m'empêche de tuer mon voisin? Et lorsque je l'aurai fait, qui va empêcher mon second voisin de venir me fracasser la tronche à son tour? Bah, pas grand-chose, mis à part la peur de perdre le combat. Puisque ce que je désire peut aussi être désiré par quelqu'un d'autre. Dans un monde sans société et sans règles, bah c'est la loi du plus fort qui est en marche. Hobbes a une phrase très célèbre qui résume la situation de l'état de nature. L'homme est un loup pour l'homme. Ça veut dire que dans l'état de nature, nous vivons tous dans une peur constante de nos congénères, puisque nous désirons souvent les mêmes choses et que pour arriver à nos fins, aucune loi ne nous empêchera d'aller jusqu'à faire disparaître nos concurrents. L'état de nature est donc un moment de guerre de tous contre tous. Et le contrat social, il apparaît à ce moment-là, pour éviter de vivre sans cesse dans la confrontation avec les autres. Tous les hommes ont donc intérêt à adhérer à un contrat social qui donnera des directives, des lois, des interdits au profit du vivre ensemble. Je vous rappelle que pour Hobbes, au-delà d'être des êtres de plaisir, nous sommes aussi des êtres de peur. Donc l'homme acceptera en société de donner une part de sa liberté pour avoir de la sécurité. De manière assez contre-intuitive, pour Hobbes, en acceptant de donner une part de ma liberté à l'État, puisque je suis désormais soumis à des règles de conduite, je gagne en fait une vraie liberté. Et cette vraie liberté, c'est celle de pouvoir vivre sans la peur constante de la violence de l'état de nature. Là où ça se gâte un peu, c'est que pour lui, le meilleur moyen d'accéder à une société ordonnée, c'est de donner à un souverain le pouvoir absolu. Son but serait de faire garantir l'ordre quoi qu'il arrive. En fait, j'accepte de donner une part de ma liberté pour qu'on garantisse ma sécurité. Si l'État n'est plus capable de me la garantir, alors il y a une rupture du contrat social. Il n'est plus respecté. Et selon lui, le seul moyen d'apporter cet ordre absolu, c'est de mettre en place un État autoritaire qui sévit au moindre faux pas. Comme vous pouvez le voir, Hobbes a un point de vue plutôt pessimiste sur la nature humaine. Mais attention, ce qui ne nous plaît pas à entendre n'est pas forcément faux. Mais si vous souhaitez une autre vision du contrat social et de l'état de nature, davantage optimiste, la vision de Jean-Jacques Rousseau vous convaincra peut-être plus. Selon lui, l'état de nature, ce n'est pas du tout le moment privilégié de la guerre de tous contre tous. C'est d'ailleurs plutôt le contraire. En fait, ce moment est placé sous le signe de la bonté. Les hommes de la pré-civilisation ne se font pas la guerre et vivent simplement en harmonie avec leurs semblables. Ils font leurs petits trucs dans leur coin afin de se nourrir et de s'épanouir, mais jamais aux dépens des autres. Il explicite ce propos avec cette phrase. L'homme, à l'état de nature, ne fera jamais du mal à un autre homme, ni même à aucun être sensible, excepté dans le cas légitime où sa conservation se trouvant intéressée, il est obligé de se donner la préférence à lui-même. Fin de citation. Alors, il établit deux hypothèses concernant l'homme naturel. Il est répugné à l'idée de voir souffrir ses semblables, c'est ce qu'il appelle une pitié naturelle. Il est animé par un amour de soi, c'est-à-dire l'amour de son corps, de sa vie,
de sa survie. Et très souvent, ce sentiment mène aussi à l'amour d'autrui, ce qui lui donne une raison supplémentaire de ne pas être dans la confrontation avec les autres. Attention cependant à ne pas confondre l'amour de soi avec l'amour propre, qui cette fois-ci est un sentiment qui se développe en société et qui est façonné par l'image que l'on veut renvoyer aux autres. On veut se sentir meilleur que les autres, on veut faire une bonne impression auprès de tout un chacun, et ça chez Rousseau, c'est un sentiment mauvais, contrairement à l'amour de soi. Donc le moment de l'état de nature, c'est un état de plénitude généralisée, où tous les hommes étaient sauvages mais libres. Et c'est l'apparition de la propriété privée qui est venue foutre le bordel dans ce joli petit monde. Quand une personne a décrété que ce bout de terrain serait le sien, alors l'agressivité, la jalousie, la compétition ont commencé à se développer. Et les hommes se sont rassemblés en communauté pour se protéger des agressions extérieures. Maintenant que les hommes se sont mis à vivre en groupe, il faut trouver le moyen idéal à tout ce beau monde de vivre en harmonie avec les autres. Et c'est le défi de Rousseau dans l'élaboration de son contrat social. Et la meilleure manière de procéder pour lui, ce n'est pas de mettre le pouvoir entre les mains d'un Léviathan, qui aurait le pouvoir absolu comme le préconisait Hobbes, mais de faire en sorte que ce soit le peuple entier le souverain. Les règles et les lois de ce contrat social auront été énoncées par le peuple entier. Ce qu'il défend, c'est en fait une vision de la démocratie à son plus haut degré d'implication. Le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Et la liberté, c'est de suivre une règle que l'on s'est soi-même imposée. Non pas individuellement imposée, mais collectivement imposée. On passe donc de la liberté naturelle dans laquelle on vivait à l'état de nature à une liberté voulue par tous les citoyens, c'est ce qu'il appelle la volonté générale. Et attention encore une fois, la volonté générale ce n'est pas le résultat de l'addition de toutes les volontés particulières des individus, mais bien ma volonté, lorsque j'aurai fait l'effort de mettre mes intérêts personnels de côté au profit de l'intérêt de toute la communauté. Je ne veux pas quelque chose parce que c'est bien pour moi, mais plutôt parce que c'est bien pour tout le monde. Et ça marche particulièrement bien pour le vote aux élections. Ce que je vote ne doit pas être le résultat d'un calcul égoïste, mais d'un calcul précis de ce qui serait le mieux pour la communauté. Et ce, même s'il arrivait que je sois déçu par certains choix politiques qui ne vont pas en ma faveur. On observe donc deux points de vue radicalement opposés entre Hobbes et Rousseau. Le premier souhaite un dirigeant qui a le pouvoir pour mettre au premier plan la sécurité, quand le deuxième souhaite un dirigeant qui n'est autre que le peuple lui-même pour mettre au premier plan la liberté. La liberté totale est fondamentale chez Rousseau et elle passe par l'anéantissement de son petit intérêt personnel au profit du plus grand nombre. Et chez Hobbes, la sécurité, c'est les conditions d'apparition de cette fameuse liberté qu'on cherche tant à acquérir. Alors peut-on vraiment concilier la pensée de l'un et de l'autre? Sans surprise, cela semble être une tâche délicate, voire impossible. Puisque d'un côté, le besoin de sécurité est primordial et pousse nos sociétés modernes à parfois flirter avec l'autoritarisme, et de l'autre, on nous invite toujours plus à participer activement à la vie politique de manière participative pour maximiser nos besoins de liberté. Et il est légitime de se poser humblement la question de savoir si nous sommes ou non capables d'embrasser cette responsabilité collective.